Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre groupe votera cette proposition de résolution, mais je veux surtout dire pourquoi et sur quoi nous devons ouvrir les yeux. La Turquie n'est pas un simple partenaire difficile au sein même de l'OTAN qu'on recadre par des protestations rituelles et des lamentations sur l'état de droit dont il se fiche éperdument. C'est précisément quand nous jouons cette partition-là qu'il nous méprise le plus et se sent encouragé à accentuer ses dérives. Les arrestations, les purges, les procès politiques, la mise au pas de l'espace public, ce n'est pas un feuilleton intérieur qui nous obligerait à commenter chaque épisode, c'est un outil. Contrairement à la classe politique qui gouverne notre pays depuis des décennies, la Turquie est un État qui a une stratégie, une volonté de puissance et une vision du monde. C'est ce qui nous fait face, c'est une Turquie qui s'est progressivement éloignée du cadre occidental kémaliste pour adopter une posture d'autonomie stratégique agressive avec un récit civilisationnel assumé. C'est un projet politique global néo-ottoman qui vise à réinscrire la Turquie dans une continuité impériale et à lui redonner son ancienne zone d'influence, des Balkans au Caucase, du Levant à la Méditerranée, en passant par l'Afrique du Nord et les espaces turcophones. C'est une vision de long terme qui combine l'histoire, l'identité, la religion, la puissance militaire et la diplomatie d'influence globale très structurée. Son récit anti-occidental sert à consolider l'unité interne, à mobiliser l'opinion publique et à légitimer une politique extérieure de plus en plus offensive. Et pour porter ce récit, Ankara utilise une panoplie d'outils d'influence. Les médias, les productions culturelles, les réseaux sociaux, les organismes de coopération et surtout un travail patient au sein des diasporas qui peuvent devenir, lorsqu'elles sont instrumentalisées, des relais politiques et des leviers de pression pour les États dans lesquels elles vivent. Ensuite, il y a une dimension religieuse qui est centrale. La Turquie mobilise un islam politique qui lui sert à la fois de ciment interne et de force de projection et de légitimation externe. Elle s'oppose en puissance mère pour un espace musulman sunnite qu'elle veut influencer. Ce n'est pas une question théologique, c'est une question géopolitique. Et quand cette stratégie religieuse croise des intérêts sécuritaires, des rivalités régionales et des fractures communautaires, elle devient un facteur de déstabilisation. Il y a aussi bien sûr la dimension militaire. Ankara ne se contente pas de parler, elle agit, elle teste, elle avance, elle occupe des espaces, elle soutient des acteurs locaux, elle pose des faits accomplis. En Méditerranée orientale, la Turquie a développé une doctrine maritime expansive qui revendique des droits et des zones et qui transforme la mer en théâtre de pression stratégique. Au Levant, elle a montré qu'elle était prête à engager la force pour sécuriser ses intérêts. Dans le Caucase, elle a trouvé des moyens d'influencer les équilibres régionaux. En Syrie, elle exerce une influence importante sur le nouveau gouvernement qu'elle a contribué à faire émerger. En Iran également, elle plaide pour des négociations qui impliqueront nombre d'alliés américains régionaux, dont l'Égypte et les pays du Golfe. Enfin, il y a la tactique que la Turquie maîtrise tout particulièrement, celle de jouer sur tous les tableaux et tirer avantage de tous les camps. Elle est membre de l'OTAN, mais ne se prive pas d'agir avec hostilité contre les membres de l'Alliance, tout en conservant des bonnes relations avec son voisin russe. Elle se représente comme indispensable sur certains dossiers, tout en utilisant ces mêmes dossiers pour obtenir des contreparties. Elle sait aussi exploiter les divisions européennes, nos dépendances et nos hésitations. Elle n'hésite pas à utiliser le levier migratoire comme instrument de pression sur les pays européens. Elle sait utiliser la bureaucratie internationale, les procédures, les vétos comme des monnaies d'échange. Et de cette manière, pendant que certains commentent et déplorent, elle obtient des résultats concrets. À partir de là, notre objectif ne doit pas être juste de faire la morale à Ankara. S'il est nécessaire, les agissements contraires aux droits humains, nous devons conserver l'objectif de défendre nos intérêts, de protéger notre souveraineté et d'empêcher qu'un projet politico-civilisationnel hostile à nos équilibres nous menace. La France doit avoir sa propre stratégie de puissance au Moyen-Orient et Méditerranée. Elle peut et elle doit, par la force de sa diplomatie reconnue, reposer sur une présence réelle, des alliances solides, des partenariats énergétiques, une action maritime crédible et une diplomatie d'influence à la hauteur qui ne doit pas se résumer à s'indigner ou à batailler sur les réseaux.
C'est ce projet que défend le Rassemblement national, que la France ne soit plus une puissance commentatrice des grands bouleversements, mais qu'elle redéploie ses atouts diplomatiques, militaires, géographiques et culturels pour exercer une véritable politique d'influence, d'équilibre et de défense de nos intérêts en affirmant sa souveraineté nationale. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.